Mesdames, Messieurs, merci et surtout d'être au rendez-vous de votre magazine Horizon Développement, un rendez-vous où on parle développement de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes au Conseil économique et social où nous allons parler dans cette émission du projet Grand Inga et hydroélectricité en République démocratique du Congo. Pour en savoir plus, nous avons sur notre plateau Monsieur René Ngongo, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, madame. Notre invité est un amoureux de l'environnement. Avec lui, je le disais tantôt, le débat va tourner autour de ce projet Grand Inga qui fait parler plusieurs personnes, qui fait couler beaucoup d'encre et des salives dans la société congolaise. Le projet Grand Inga, comment il est reçu ou perçu au Conseil économique et social? C'est un projet qui est très bien perçu au Conseil économique et social parce qu'il y a 2 ou 3 ans, le Conseil avait publié déjà un avis sur la problématique du déficit énergétique en RDC. Et on ne peut pas résoudre ces déficits énergétiques sans ce projet Inga, le grand Inga, qui a une capacité attendue de 44 000 MW. Et avec les nouvelles technologies, on peut même aller au-delà de 60 000 MW. Une production qui peut alimenter toute l'Afrique et même une partie de l'Europe du Sud. Donc, ça a toujours été une préoccupation pour le Conseil économique et social, parce que vous ne pouvez pas parler, madame, de développement sans énergie. Donc, une des clés du développement, il faut avoir l'accès à l'énergie. Aujourd'hui, le Conseil économique a fait plusieurs analyses qui sont coulées dans nos avis, et moins de 10% des populations congolaises ont accès à l'électricité. Et spécialement dans les zones rurales où parfois le taux d'accès est de moins de 3%, parfois moins de 1%. C'est inaccessible pour un pays qui a autant de potentialités. Et les sites uniques en son genre à travers le monde, c'est les sites de Inga. Donc c'est vous dire tout l'intérêt que le Conseil attache à travers ses avis sur la question d'accès à l'électricité. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous saluons toutes les initiatives actuelles du chef de l'État tendant à propulser le secteur. Et c'est pour dire que Inga, surtout le grand Inga, c'est un projet d'avenir qui a beaucoup d'avantages pour les Congos, non seulement en termes d'améliorer la desserte, mais aussi en termes de déficit et de retombées économiques liées à la vente de l'électricité à travers l'Afrique. Aujourd'hui, plusieurs langues s'élèvent pour dénoncer ce projet, qui pensent que, notamment il y a certains membres de la société civile qui estiment que ce projet n'est pas du tout pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Oui, il y a des arguments que nous avons entendus de plusieurs acteurs de la société civile qui dénoncent d'abord la mauvaise gouvernance de l'ensemble du projet et qui pensent que ça sera un surendettement. Ils pensent que faute d'une bonne gouvernance, il va y avoir un surendettement. Il y a aussi des arguments en termes de la répartition. Il est vrai que les premières tendances n'étaient pas en faveur de la RDC parce que c'était pratiquement une grande production pour l'extérieur, notamment l'Afrique du Sud qui devait prendre autour de 2500 MW. Il était prévu seulement pour la SNET, donc pour la consommation locale, 1000 MW. Je me rappelle à ce moment-là, il y a eu beaucoup de voix qui se sont élevées pour dire non. C'est d'abord, même si ça peut faire des retombées financières avec la vente, mais il faut d'abord rehausser la desserte nationale. Il y a eu aussi beaucoup de voix pour déplorer le fait que par le passé, il n'y a pas eu de dommages par rapport aux communautés locales qui ont été déplacées, il n'y a pas eu de compensation financière. Et évidemment, vous savez, la société civile est très sensible à toutes ces questions de consentement libre et informé. Donc, il faut tenir compte de toutes ces questions. C'est vrai
les questions sont pertinentes et réelles. Et moi, je suis d'avis que ce n'est pas à cause de ça qu'il faut arrêter le projet. Est-ce que ces projets présentent quelque chose? J'étais en train de dire que ce n'est pas parce qu'on s'oriente vers Grand Inga qu'on doit arrêter les autres projets de micro-barrages. Je vous informe, madame, que le pays, la RDC, est un des rares pays à avoir produit un atlas sur les énergies renouvelables en RDC. Et il a été démontré que dans chaque territoire dans ce pays, il y a des potentialités énormes. Si pas en termes d'hydroélectricité, mais en termes de solaire, en termes d'éolienne, vous connaissez toute la problématique du gaz méthane au lac qui peut être capitalisé pour produire l'électricité. Donc, Inga n'exclut pas qu'on puisse aller vers ces autres options qui peuvent aussi être financées par d'autres partenaires. Donc, moi je suis d'avis qu'on peut aller sur plusieurs axes, mais l'essentiel c'est d'augmenter la desserte. Si on peut passer même de 10, parce qu'on est à moins de 10 aujourd'hui, de 8% à 30, 40% d'ici 10 ans, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. Je prends seulement le secteur forestier. Quand vous échangez avec les exploitants forestiers industriels, même artisanaux, ils disent qu'ils ont des difficultés de transformer localement parce qu'il n'y a pas, l'énergie n'est pas disponible. C'est pour ça qu'ils sont obligés d'exporter pratiquement plus de 80% de nos voies sous forme de grilles. Mais si on a l'électricité, on peut faire la transformation localement. Et ça, j'ai plus seulement le secteur forestier, mais il y a le secteur minier qui demande. Aujourd'hui, on est en train de prendre l'électricité de la Zambie pour les secteurs miniers dans les... Alors que la République démocratique du Congo a plusieurs potentialités. Vous voyez que tout ça justifie l'importance d'avoir ce projet grand. Est-ce que ces projets présentent quelques conséquences pour la République démocratique du Congo si il n'est pas bien exécuté? Parce qu'il y a des personnes aujourd'hui, membres de la société civile, qui mettent plus l'accent sur les conséquences. Est-ce que vous, au niveau du Conseil économique social, vous voyez aussi ces conséquences, les dangers que peut représenter ce projet? Il n'y a aucun projet qui n'a pas de risque zéro. C'est comme ça que le Conseil appuie la nécessité d'avoir des études d'impact environnemental et social pour tous les projets. Pas seulement les projets Grand Inga, mais l'ensemble des projets. Même quand vous construisez votre bâtiment, madame, vous devez faire des études d'impact pour voir si d'abord les terrains appropriés, ainsi de suite. Donc, pour un projet d'une grande importance comme Inga, il est important de faire ou de refaire des études, parce que il y a beaucoup de collègues de la société civile qui considèrent qu'il n'y a pas suffisamment d'informations ou d'implication et de la société civile et des communautés locales dans ces études. Donc c'est important d'avoir des études de part pour voir sur le plan environnemental quels sont les risques de tous les différents aspects de Inga. Parce qu'il y a Inga 1, Inga 2. Maintenant, quand on parle de tous ces grands projets jusqu'au grand Inga, il est important d'avoir des études d'impact environnemental. Est-ce que le fait de continuer à bloquer l'eau par un barrage, ça ne va pas avoir d'impact sur la faune aquatique? Est-ce que les communautés qui seront déplacées, même si exceptionnellement pour ces sites il n'y a pas beaucoup d'impact en termes de normes de population qui seront déplacées, mais il y a tous ces préalables qu'il faut mettre en place, sans oublier la transparence dans tous les processus. Et je pense que là, j'ai rejoint les différents avis du oui, nous allons revenir sur les avis du Conseil. Beaucoup d'éclairage, beaucoup de transparence. À ce moment-là, il n'y aura pas beaucoup de suspicions par rapport aux gains, parce que c'est un projet gagnant-gagnant. On voudrait vraiment que sur tous les plans, sur le plan économique, que le pays puisse en tirer des dividendes. Vous le savez, le chef de l'État a d'ailleurs lancé une conférence qui s'est terminée fin un mois de juin. Vous ne voyez pas qu'il est vite parti en besogne, parce que c'est ce que pensent plusieurs personnes, et que la RDC et ses partenaires sont plus vite partis en besogne pour tabler sur ce grand projet qui est d'une importance capitale de la RDC, mais qui malheureusement, selon eux, selon ces personnes, n'a pas suivi les étapes qu'il devait suivre. Je crois que, madame, c'est pas aujourd'hui qu'on parle de Grand Inga. Nous, on était enfants, on parlait déjà de ce Grand Inga.
Mais s'il considère qu'il y va rapidement, quand est-ce qu'on va mettre en pratique ça? Je pense que à sa place, je ferais la même chose. Le pays a un problème sérieux d'accès à l'énergie. Regardez nos hôpitaux, madame. Il y a combien d'hôpitaux ont l'électricité 24 heures sur 24? Même ici à Kinshasa. Et pensez à l'intérieur. Est-ce que vous voyez un président responsable ne pas mettre l'accent sur ce projet? C'est un projet qui date même depuis de l'époque de Mobutu. Donc il est important, je pense, parmi les solutions qu'il a en main, il y a ce projet et on ne peut pas lui reprocher de vouloir accélérer et de mettre toutes les parties prenantes ensemble. C'est comme ça que les collègues qui ont écrit des mémoires, parce que je sais qu'il y a eu des mémoires, c'est normal, dans une négociation, il faut toujours mettre la barre plus haut, mais tous, je pense, sont convaincus de l'importance de ces projets et il est important de pouvoir tenir compte de leurs préoccupations, parce que c'est vrai qu'il y a des craintes, rien que les populations riveraines qui n'ont pas été consultées, c'est déjà un problème. Les populations qui n'ont pas été à l'époque dédommagées à cause de leur déplacement. Tout ça, c'est des vieux dossiers qu'il faut... Mais vous ne voyez pas que vous rencontrez quand même le souci des autres structures qui disent qu'on doit d'abord... Je ne dis pas qu'il n'y a pas de soucis, mais ces soucis qui sont présentés peuvent avoir des solutions. Mais on peut quand même surseoir et puis en finir d'abord avec ces soucis. Non, comment on va surseoir parce que nous sommes dans les besoins? On ne va pas surseoir un projet qui est en processus. Je pense qu'on n'a pas appris qu'aujourd'hui on est en train déjà de construire. C'est qu'il y a des préalables avant qu'on arrive à ça. Et vous ne pouvez pas empêcher les chefs d'État ou toutes les autres institutions d'aller dans le processus. Tout ce que nous pouvons demander, c'est d'inclure des autres parties prenantes, notamment les communautés locales, les différents acteurs de la société civile. Et vous verrez que dans ces négociations, c'est le pays qui va en sortir vainqueur, gagnant, parce que nous tous, nous voulons que demain, nous ne puissions pas connaître les questions de délestage. Ce n'est pas normal pour un pays richement béni avec... Malheureusement, c'est ce que nous sommes en train de vivre, malgré ces richesses. Alors, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Nous voulons avoir accès à l'énergie et dire non, il ne faut pas commencer Inga. Là, il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est une des solutions, je ne dis pas que c'est la seule solution. Nous avons, en analysant la classe sur les énergies renouvelables, remarqué que ce pays peut avoir de l'électricité dans chaque village parce qu'il y a des potentialités énormes. Mais Inga peut être aussi une source de production d'argent pour le pays. Donc, quand on considère tous ces aspects-là, je suis environnementaliste, je suis membre de la société civile, je pense que nous avons intérêt à aller dans ces négociations, mais en analysant les résultats de toutes ces études que nous sommes en train de proposer. Et si on a l'assurance qu'il y aura une meilleure gouvernance en termes de prise en compte des intérêts des communautés locales, parce que regardez dans la phase qui était prévue 2500 MW pour l'Afrique du Sud et 1000 MW pour la RDC, nous avons crié à l'injustice parce qu'il faut résorber les déficits au niveau national. Donc, si toutes ces questions sont réglées et que la RDC y tire son profit et qu'on arrive à mettre fin au phénomène de délestage, je pense que c'est un grand départ pour la RDC. Je pense que le Conseil économique et social avait déjà tiré la sonnette d'alarme. Oui. J'ai entre mes mains les avis du Conseil sur la problématique du déficit en énergie électrique en République démocratique du Congo. Oui. Dans ces documents, il y a quand même quelques solutions que le Conseil a proposées, même si le document date de 2016, donc vous étiez en avance par rapport à ce qui se passe aujourd'hui avec le Grand Inga. Est-ce que la population qui est en train de nous suivre en ce moment ici peut découvrir quelques solutions que le Conseil avait proposées au gouvernement de la République? Je pense que tout au long de nos échanges, on a abordé des solutions déjà qui se retrouvent dans cet avis. Il a été question d'abord de faire le constat par rapport à ces déficits, parce que dans le pays, on utilise plusieurs sources. Il y a plusieurs mix. Il y a l'hydroélectricité, on a aussi les centrales thermiques qui sont en train d'être exploitées avec des conséquences sur les questions de pollution,
avec des conséquences sur les changements climatiques, et ainsi de suite. Donc nous avons fait bien cette analyse pour montrer, pour faire un état des lieux, et nous avons recommandé plus de transparence dans les secteurs. Vous êtes environnementaliste depuis toujours. Vous militez pour le bien-être de l'environnement. Mais qu'est-ce qui pose problème en République démocratique du Congo? Parce que vous n'avez pas commencé ces combats aujourd'hui. On n'a pas toujours de micro-barrages. Oui. Vous avez longtemps décrié la société civile, mais le gouvernement en place ne tient pas compte de ça. On dirait que ce qui intéresse aujourd'hui, ce n'est que la politique. Mais vous, en tant qu'environnementaliste, vous avez milité, toujours milité, vous continuez à militer. Les micro-barrages, déjà une réalité dans d'autres pays africains, mais en République démocratique du Congo, un pays qui a tant de richesses, donc le micro-barrage sont loin d'être une réalité et l'énergie. En fait, je pense que là, quand vous lisez la loi sur l'électricité, on est parti de ce fait-là. Et si on est arrivé à privatiser les secteurs, c'est parce qu'on pense que ça peut améliorer la desserte avec des réalisations. Parce que maintenant, je dois vous informer que quand vous allez au Nord Kivu, vous allez voir les conséquences de cette privatisation. Déjà autour du parc de Virunga, il y a 4 centrales, dont 3 qui sont déjà en pleine activité et qui produisent de l'énergie pour les communautés riveraines, et même Goma sera alimenté en partie par l'énergie produite autour du parc de Virunga. C'est déjà un départ. Et quand vous voyez l'impact de cette énergie sur l'agriculture, sur la paix, sur le vécu quotidien des populations riveraines, c'est déjà un pas. Et nous souhaitons que l'exemple du Nord Kivu avec les barrages autour des parcs de Virunga puisse se poursuivre dans d'autres provinces. Ce n'est qu'à ce prix-là qu'on peut arriver à améliorer la desserte. Mais il y a aussi toute la question de gouvernance. Donc, aujourd'hui, quand vous voyez les différents documents de programmation de l'État congolais, il y a un accent sur l'urgence d'améliorer la desserte. Ce n'est qu'un slogan. Bon, je vous ai donné quelques exemples pour dire des exemples que moi je connais, c'est sûr qu'il y en a dans d'autres. Il y a au Katanga, de plus en plus, avec la privatisation, beaucoup de projets qui sont déjà en pleine installation, et je pense que le gouvernement a déjà mis plusieurs chantiers. Je pense que là vous êtes trop pessimiste, madame, mais je pense qu'il y a les Katende, il y a autour du Bandundu, il y a aussi un grand projet qui est là. Mais ça ne représente rien. Ça ne représente rien en ce qui concerne la République démocratique du Congo et toute sa population. Quand vous étiez à 3% des desserts, vous arrivez à 8, il y a déjà une progression. Et nous voulons qu'on aille de 8 à 20 à 30. Et parmi les solutions, il y a Inga, mais il y a aussi les autres centrales. Donc, au-delà des centrales, il y a aujourd'hui beaucoup de projets de panneaux solaires. Il y a vraiment des parcs qui sont en train d'être installés. Je pense que si vous allez au ministère en charge des questions d'énergie, ils peuvent vous donner des chiffres qui, je suis certain, dans l'année prochaine, on peut arriver à doubler la desserte qui peut passer de 8 même à 20%. Parce qu'il y a beaucoup de projets qui se mettent ensemble, et dès que ces batteries de projets vont commencer à produire les résultats, je pense qu'on sera surpris. Les pays ici peuvent surprendre en peu de temps parce qu'on a des potentialités, et avec une meilleure gouvernance, nous pouvons affecter les montants là où il faut. Est-ce qu'à l'heure actuelle, il est admissible que le Congolais fasse encore recours à les groupes, voilà. Est-ce que c'est admissible aujourd'hui que la République démocratique continue à faire encore recours, et surtout qu'on parle changement climatique aujourd'hui? Là, vous rentrez vraiment en plein dans ces déficits. Et c'est à cause de ces déficits qu'on trouve des solutions qui malheureusement ont des impacts néfastes sur l'environnement. Partout d'ailleurs, on est en train de diminuer l'utilisation des énergies fossiles. Là, on parle du charbon, on parle du pétrole, tout ça, qui émettent des quantités énormes de gaz à effet de serre qui sont responsables du changement climatique avec des conséquences énormes.
Malheureusement, nous, on n'est pas en grande partie responsable, même si nous avons une petite contribution. Nous sommes des petits pollueurs. Émissions. Et aujourd'hui, nous sommes en train de subir les conséquences du changement climatique. Et parmi les sources d'émissions, il y a toutes les questions liées aux énergies fossiles. C'est vrai que nous aussi, lorsqu'on coupe nos forêts, nous contribuons à travers la déforestation aux émissions de gaz à effet de serre. Mais les grandes quantités, c'est par rapport à l'utilisation du pétrole. C'est comme ça que dans notre avis, l'avis du Conseil économique, qui parle de déficit en électricité, il faut réduire dans le mix énergétique en RDC sensiblement l'utilisation des énergies fossiles. Vous savez, madame, qu'il y a même des projets d'utiliser encore le charbon, surtout dans le Haut-Katanga, pour produire de l'énergie, parce que l'énergie, le secteur minier est en manque. Nous pensons que, et c'est ça notre rôle au Conseil, c'est de donner des avis pour choisir les meilleures solutions. Et les meilleures solutions aujourd'hui, c'est de regarder juste à côté de nous. Nous avons des rivières, nous avons les soleils pratiquement toute l'année, donc on peut exploiter l'énergie solaire. Nous avons les gaz méthane qui peuvent être exploitables. Donc on a plusieurs sources pour vraiment nous séparer des énergies fossiles qui aujourd'hui sont pratiquement déclassées ailleurs. Donc ce n'est pas normal, je suis d'accord avec vous, mais il faut souligner qu'il y a des efforts pour augmenter progressivement la production des énergies propres, qu'on appelle énergie renouvelable, en remplacement progressif des énergies fossiles. Nous parlons projet Grand Inga. Quel est votre message? Vous avez essayé d'en parler tout au long de cette émission, mais qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces personnes-là qui sont contre ce projet, qui aujourd'hui sont en train de mener des démarches pour pousser le chef de l'État à suspendre avec ce projet qui, selon vous, est d'une importance capitale pour la République démocratique? Je ne pense pas, madame, que dans les chefs de tous les amis qui sont en train de mener ce plaidoyer, ils veulent que ce projet ne s'arrête. Non. Ils veulent seulement tirer l'attention sur l'implication ou les impacts de tous ordres liés à ce projet. Et lorsqu'on aura, et quand vous lisez leurs mémos, j'ai eu l'occasion de lire quelques mémos, ils donnent des propositions. Et c'est normal que dans une négociation, on puisse mettre la barre très haut, mais le souci, c'est d'avoir accès à une énergie. Vous l'avez dit tout au long de cette émission, et c'est à juste titre que vous êtes plein, que nous n'avons pas accès à l'énergie malgré tout ce que nous avons comme potentialité. Et une des potentialités, un site unique en dehors des trois gorges qu'on trouve en Chine, nous avons une capacité inouïe. Et il serait anormal et même irresponsable que nous ne puissions pas exploiter cette ressource. Mais pour exploiter cette ressource, il faut aussi anticiper sur les conséquences. Sur le plan environnemental, qu'est-ce que nous pouvons prendre comme disposition pour qu'il n'y ait pas vraiment de conséquences. Sur le plan social, en termes de déplacement. Et quand vous voyez toutes les préoccupations, les mémoires, c'est par rapport aux communautés qui sont autour de ces grands projets. Et sur le plan économique, beaucoup de collègues de la société civile qui écrivent ces mémos et qui les soutiennent pensent que ce projet va occasionner un surendettement de la RDC. Mais c'est possible d'anticiper tout ça. Et quand nous disons, et ça c'est un grand message, il faut qu'il y ait de la transparence. Et je pense que s'il y a des réunions, et je crois que la DPI avait déjà commencé des rencontres ouvertes, j'ai participé à 2 ou 3 rencontres pour montrer les avantages. Et les autres acteurs de la société civile ont émis des réserves et je pense qu'on est en train d'aller petit à petit vers un... Il ne faut pas qu'il y ait rupture du dialogue. Il ne faut pas qu'il y ait d'un côté les mécontents, de l'autre côté les gens qui veulent à tout prix. Donc toutes les parties prenantes doivent se retrouver autour du table. Moi j'en appelle au dialogue qui doit continuer parce que quand on voit l'intérêt de la production de cette énergie qui est d'abord une énergie propre, c'est déjà un grand avantage par rapport au risque d'utilisation
Quand vous allez en Bandaka, on continue à utiliser le mazout pour produire l'électricité. Ça coûte d'abord cher à l'État, c'est un budget énorme, mais ensuite ça produit beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre qui sont nocifs. Vous ne savez pas combien de gens souffrent aujourd'hui des maladies pulmonaires à cause de ces émissions. Donc, quand on a un site comme celui-là, il serait vraiment, et je l'ai dit en toute responsabilité, inimaginable que nous puissions laisser cesser d'exploiter ces sites et d'aller vers une production propre, mais qui peut se vendre. Le problème de la RDC, c'est que nous n'avons pas les moyens nous-mêmes pour conclure ces projets. Et c'est là que beaucoup de collègues parlent de surendettement. Mais il ne peut pas y avoir surendettement s'il y a transparence. Si tel partenaire dit non, il me faut 10 milliards pour mettre en œuvre ce projet, nous allons chercher d'autres qui peuvent le faire à 5 milliards. Et si on a quelqu'un qui le propose à 2 milliards, on va sauter sur ça. Et s'il y a une transparence par rapport à ça, je crois que les craintes vont être évitées. Donc, je reviens sur l'importance, la transparence dans la mise en œuvre de ce projet. Et je crois qu'il y a beaucoup de parties prenantes qui participent à ça. Quand il y a eu ce forum à Matadi sur le forum de haut niveau sur les questions énergétiques, je crois que le chef d'État a invité toutes les parties prenantes et les dialogues doivent continuer pour tenir compte évidemment des risques qui sont présentés par les autres collègues de la société civile. Voilà, madame, messieurs, vous le savez que votre émission, il y a toujours une rubrique découverte. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, mais c'est pour une première fois que nous recevons un représentant du Conseil économique et social dans votre émission Horizon Développement. En quelques mots, monsieur René, est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs qui sont en train de vous suivre le travail du Conseil économique et social en République démocratique? Là, je suis en train de prendre la loi organique qui met en place les conseils. Les conseils, c'est une institution qui est prévue dans notre, je parle du Conseil économique et social, dans notre constitution. Et même quand vous regardez la constitution de Lulabo, il était prévu un Conseil économique et social. C'est une institution qui a une assemblée consultative qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, fonctionne sur base des avis, qui donne des avis aux institutions, notamment la présidence, le Parlement, le gouvernement, mais aussi les provinces. Donc nous donnons des avis sur les questions économiques, sociales, environnementales pour l'intérêt de notre pays. Parce qu'on ne peut pas parler de développement si on ne peut pas mettre en place les trilogies économie, environnement et social. Donc, avec l'avis que vous allez découvrir, disons, la loi organique, vous allez voir les missions qui sont attribuées au Conseil. Beaucoup de gens disent « Ah, on ne vous connaît pas ». Ce n'est pas notre rôle. C'est comme un conseiller, il travaille à l'ombre du décideur. C'est les gens du Conseil, nous sommes là pour donner des avis consultatifs aux décideurs, en commençant par la présidence de la République, le Parlement, l'Assemblée et les provinces, parce que nous avons des avis, vous allez le découvrir, avec les provinces. Les provinces nous envoient, nous saisissent sur leurs préoccupations, et il faut le souligner, les conseils, le Conseil économique et social regroupe les représentants de la société civile. C'est pratiquement la société civile organisée. Vous avez au sein du Conseil toutes les composantes de la société civile. Et quand un avis sort du Conseil, ça intègre les préoccupations de toutes les couches de population, parce que vous avez les syndicalistes, vous avez les patronats, vous avez la société civile qui est représentée ici, vous avez le monde scientifique, vous avez les chefs coutumiers, vous avez pratiquement les architectes, toutes les couches se présentent. Et quand on analyse une question, c'est vraiment avec les regards de tous ces acteurs de la société civile qui donnent des avis consultatifs aux décideurs. Voilà. Alors, les décideurs peuvent aussi nous saisir. La présidente peut nous saisir, et c'est arrivé plusieurs fois sur une autre question. Et ce n'est pas à nous
de prendre maintenant les avis qu'on a envoyés aux décideurs, de les mettre à la place publique, parce que l'avis est destiné à celui qui va utiliser. Donc je comprends un peu la préoccupation de certains qui veulent nous voir tout le temps dans les médias, mais notre rôle, c'est un conseiller, il est pratiquement... il reste dans l'ombre. Il travaille dans l'ombre. Donc le Conseil économique et social travaille dans l'ombre des décideurs pour les aider à prendre des décisions éclairées. Et quand ils prennent des décisions, sur base de nos avis, c'est vraiment une forme de consultation de la société civile. Il y a aussi des préoccupations. La loi nous autorise à prendre des préoccupations. Si vous faites une pétition avec, je crois, 1000 signatures, vous soumettez au Conseil économique et social, nous allons, 10 000 je crois. Nous allons prendre vos préoccupations, nous allons nous soumettre à notre filtre, parce que avec les regards de tous les syndicalistes, des médecins, des professeurs d'université, des chefs coutumiers, je crois que c'est la seule institution dans le pays qui regroupe des experts de tous les secteurs, et à ce moment-là, c'est sur consensus que nous produisons ces avis, et à ce moment-là, nous faisons les relais de la population vers les décideurs. Voilà, et c'est bien votre mot de la fin pour cette émission. Horizon Développement vous dit merci de nous avoir acceptés chez vous. Madame, Messieurs, je rappelle que nous avons reçu pour vous dans cette émission le rapporteur du Conseil économique et social, Monsieur René Ngongo, qui a répondu pratiquement à toutes les questions que vous avez toujours posées et vous avez voulu connaître. Merci à vous de nous avoir choisis et restez toujours fidèles à votre émission Horizon Développement. À la prochaine.